Salut à tous, c'est Issou. Aujourd'hui, on reprend les facts focalisés sur un jeu ou une paire de jeux. Et cette fois, on se penche sur les versions Soleil et Lune, peut-être avec leur suite, la paire de jeux la moins appréciée des fans. Et quand on la compare aux autres, ça peut se comprendre. J'avoue même que j'ai eu un peu de mal à me motiver pour refaire le jeu dans le but de récupérer les rushs de cette vidéo. Mais une fois dedans, c'était cool de refaire ces versions. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai toujours fait partie de ceux qui défendent ces jeux, même si on le sait, c'est toujours drôle de se moquer. Bon, ça suffit, c'est parti pour 25 faits sur les versions Soleil et Lune que vous ne saviez certainement pas. On va commencer par des facts légères. Quand on regarde la télé dans notre chambre, on se rend compte qu'il passe un film où on peut voir 4 jeunes garçons marchant sur un chemin de fer. C'est ici une double référence. D'un côté, on a le film Stand By Me, ou Compte sur moi dans la langue de Normand Lamour, un super film qui pourrait vous aider à trouver des raisons de partir en randonnée, et de l'autre, c'est une référence aux versions rouge, bleu et jaune dans lesquelles le même film passait déjà à la télé dans notre salon, sauf dans les versions françaises, puisque nous, on avait Dragon Ball, parce que Dragon Ball, c'est mieux que tout. Et d'ailleurs, Dragon Ball GT, c'est mieux que Super. Voilà, ça a rien à voir, mais je l'ai dit. Ah oui, et Bouhan est meilleur que Kid Buu. J'en profite maintenant parce que c'est pas trop le sujet de ma chaîne. En parlant de référence à la première génération, afin de fêter les 20 ans des versions rouges et vertes au Japon, ces jeux ont été bourrés de clins d'œil à Kanto. Déjà, on déménage de Kanto avec notre mère pour emménager à Alola. Ensuite, on a toutes les formes d'Alola, qui sont des Pokémon de Kanto avec une nouvelle forme. Il y a carrément le professeur Shen qui a une forme d'Alola. Le professeur Euphorbe, quant à lui, semble avoir affronté la Ligue de Kanto par le passé. Il avoue même qu'il s'est pris une raclée, et notamment par le dresseur dragon, avec sa vieille cape là. Je trouve ça assez malvenu de la part d'un mec à poil sous une blouse blanche. Genre, le gars il rentre chez moi comme ça, et en plus il attend même pas que j'ouvre. Je sais que tu veux te taper ma mère, mais fais au moins semblant. Mets un t-shirt. Bref, on trouve aussi dans le parc de Malier un pont doré. Après y avoir vaincu Guzma, on peut y affronter 6 dresseurs. C'est une référence évidente au pont Pépite de la route 24 à Kanto, puisqu'on y affronte le même nombre de dresseurs avec les mêmes Pokémon et les mêmes classes de dresseurs, avec le scout qui a été remplacé par Cyprien le dresseur en herbe, puisque les scouts n'existent pas à Alola, c'est une espèce éteinte. Et il y a carrément le dernier dresseur qui nous propose de rejoindre la Team Rocket, avant de nous dire que ça va, c'était une blague. Ouais, chelou tes blagues. Le gars a un peu la subtilité d'un sticker boiserie sur une Golf. En plus, la couleur du pont rappelle celui des versions Hard Gold et Soul Silver, et la couleur de la pépite qu'on obtient après les avoir vaincus. Et enfin, dans la zone commerciale des KK, on trouve une place totalement vide avec 2 Maconieurs. D'après le PNJ à côté, il s'agirait des fondations d'un bâtiment qui est en construction. Ça fait écho au Machoc à Carmin-sur-Mer, sur son terrain de pétanque, enfin petit je trouvais que ça y ressemblait beaucoup, qui y construit un bâtiment. Si on trouve dans ces jeux plusieurs références à Kanto, il y a aussi quelques clins d'œil à Johto. Premièrement, le design des bâtiments de Malier qui fait très Japon traditionnel rappelle grandement les maisons de Rosalia. En plus, les deux villes ont des éclairages similaires. D'ailleurs, à Malier, on trouve le parc de Malier qui comprend des bâtiments avec une architecture semblable. Et il y a même tout au nord-est une tour très similaire aux tours Carillon et Chétiflore. Toujours dans le parc de Malier, au niveau de la buvette, on trouve un PNJ qui nous dit que ce parc a certainement été créé par des gens de Kanto. Et sous le parasol juste à côté, on a un bonbon rage, un objet apparu dans les versions or et argent et qui peut être acheté à Akaju. Ensuite, une fois qu'on a vaincu le Froussardine dominant lors de l'épreuve de Nephi, la capitaine d'épreuve nous laisse entendre qu'elle aurait déjà pêché un Léviator rouge. Et c'est bien à Johto, au lac Colère, qu'on rencontre un Léviator chromatique pour la première fois. Après, elle laisse planer le doute sur la véracité de ses propos, mais bon, ça compte quand même. À la colline Memento, on affronte un sbire de la Team Skull dans le but de défendre un Ramolos, de la même façon qu'à Johto, on combat la Team Rocket qui coupe la queue des Ramolos afin de les revendre. Et enfin la dernière mais pas des moindres, quand on rentre dans le commissariat des KK, vous en faites pas, j'ai fait un personnage bien blanc pour être sûr de pas avoir de problème, on peut voir tout au fond 2 clés, l'une couleur argent et l'autre couleur or. Après c'est peut-être moi qui surinterprète. Dans ces versions, on a un bug avec le calcul du taux de capture d'un Pokémon avec une Mass Ball. En gros, cette ball est plus efficace sur les Pokémon lourds. Mais dans ces versions, si on essaie de capturer avec cette ball un Pokémon trop léger mais qui a un taux de capture trop élevé, les chances de l'attraper peuvent être de 0%. Dans ce cas-là, on a les 4 totems éthérales qui sont tout simplement impossibles à capturer avec cette ball sans tricher. Regardez comment je galère, la ball ne tourne même pas. J'ai même essayé avec une Feblo Ball, et bah au moins elle tourne. Avec la Mass Ball, c'est juste impossible. Et pourtant, il est qu'au niveau 26, mais bon, 0% de chance, peu importe le niveau, ça change rien. Et Faucha, je peux même pas aider parce qu'il a que Bélier, et du coup, il se suicide si je fais ça. En plus, dans ces versions, les Pokémon peuvent appeler leurs potes à la rescousse, même si je trouve toujours ça un peu triste quand personne ne répond. T'inquiète, Tiga, je te comprends. Mon meilleur ami pour jouer au foot, c'était un mur. Bref, ce bug a été corrigé dans les versions Ultra Soleil et Ultra Lune, donc commencez pas à me dire que si, c'est possible.
Cette génération a introduit les capacités Z, qui sont des attaques boostées ne pouvant être lancées que si le Pokémon tient le cristal correspondant. On dénombre 3 types de capacités Z. Les attaques offensives standard, il y en a une pour chaque type et elles portent souvent des noms... Voilà quoi. Il y a aussi les capacités Z basées sur les attaques de statut qui vont invoquer des effets supplémentaires, par exemple Danse Pluie Z qui augmente aussi la vitesse du lanceur en plus de provoquer la pluie, ou Danse Lune Z qui... ne fait rien de plus. Et enfin les capacités Z exclusives à des Pokémon ou à des formes de Pokémon. Par exemple, on trouve Pikachu de flamboyante qui est uniquement réservé au Pikachu de base, et Giga Tonnerre qui est une attaque exclusive au Pikachu à casquette. Bref, tout ça pour dire qu'aucun Pokémon possédant une capacité Z exclusive n'est capable de méga évoluer. Voilà, je sais que c'était très long pour pas grand chose, mais je sais que vous aimez m'entendre parler. À haut au hall, on trouve dans ce bâtiment au premier étage les bureaux de Game Freak. Ouais, comme on l'a déjà vu dans des vidéos précédentes, ils aiment bien s'intégrer eux-mêmes dans leur jeu. On peut d'ailleurs y affronter Shigeki Morimoto, un des programmeurs de chez Game Freak, une fois par jour, et après la première fois, il nous remet le charme ovale pour augmenter les chances d'apparition des œufs à la pension. Et du coup, là où je voulais en venir avec cette fact, c'est que dans le couloir juste avant l'entrée de leur bureau, on trouve ce fameux panneau rouge, qui est exactement le même que celui qui se trouve dans leurs locaux dans le vrai monde réel. Bon, je sais pas si aujourd'hui il y a encore, je suis pas allé vérifier, mais en 2016, quand les jeux sont sortis, il y était. Sur la route 8, on rencontre ce PNJ en jaune qui nous dit qu'il a croisé un vieil homme dont le projet est d'ouvrir un parc à thème sur les Pokémon ramenés à la vie. Et plus loin, on rencontre le gars en question. Il s'agit du PNJ qui nous permet de réanimer les fossiles. Sauf que si on n'a pas de fossiles, il nous dit que son parc sera un jour rempli de Pokémon préhistoriques. Dans la version anglophone, il insiste bien sur le mot parc. Vous l'aurez compris, c'est exactement comme dans Raptor Ranch, même si j'avoue que ça me fait un peu penser à Jurassic Park. Il y a même le chapeau du fermier qui rappelle celui de John Hammond. Et si vous savez pas qui est John Hammond, c'est que votre enfance était nulle, même si encore aujourd'hui je me demande à quoi pouvait bien ressembler un cirque de puces. Dans la vidéo sur les faits par type, je vous ai parlé des couleurs des Pokémon qui sont attribuées par le Pokédex. Grossièrement, les Pokémon sont également classés par couleur par le Pokédex, et celles-ci correspondent généralement à la couleur principale du Pokémon. Et bien, au passage à la 7ème génération, plusieurs Pokémon ont vu leur couleur être mise à jour par le Pokédex. On a Mega Dracofeu X qui est passé du rouge au noir, toutes les formes de Morpheo étaient blanches et ont maintenant leur vraie couleur, Megalatios et Megalatias qui avaient les mêmes couleurs que leur forme de base sont violets. Toutes les formes de Cheniti et Chenizel qui étaient grises sont devenues vertes pour les Cheniti et les Chenizel ont maintenant leur couleur correspondante. On a Ceriflore Tancouvert qui passe du rose au violet. Sankoki et Tritosaur Mer Orient étaient violets et sont maintenant bleus. Toutes les formes d'Arceus qui étaient grises sont blanches. Megananmewi qui était rose comme sa forme de base est devenu blanc, Tarumacho mode trans est passé du rouge au bleu, tous les Vivaldins étaient jaunes et sont passés au rose, toutes les formes de Prismillon étaient noires et sont devenues blanches, et enfin Mystigrix mâle qui était blanc est devenu bleu. A noter qu'avec l'arrivée du Pokémon Home en 8ème génération, les formes de Cheniti, Vivaldin et Prismillon ont enfin leur propre couleur. C'est beau le progrès. En faisant un tour dans les données de ces jeux, on découvre un modèle d'arène inutilisé qu'on retrouve d'ailleurs dans les versions Ultra Soleil et Ultra Lune. On a même le logo des arènes. Il s'agit peut-être d'un prototype de l'arène de Kanto pour Ultra Soleil et Ultra Lune, qui était peut-être déjà prévu dans Soleil et Lune, ou alors peut-être que ce visuel est antérieur à l'idée de Tour des îles, avec les capitaines d'épreuve et tout ça. En vrai, j'en sais rien, je spécule. Toujours est-il qu'on trouve un modèle d'arène dans les données du seul jeu de la série principale qui n'en a pas. On va maintenant parler d'un petit glitch avec la Poké détente. Si on choisit un Pokémon avec une forme alternative pour la Poké détente, alors son cri sera celui de sa forme de base. Mais bon, c'est pas dérangeant puisque tous les Choniti ont le même cri. Sauf que les Pokémon qui conservent leur forme alternative en dehors des combats et qui ont un cri différent sont eux bien soumis à ce bug. Bon, dans ce cas, il y a que les styles Pompon, Oula et Bouillot de Plumeline qui ont le cri du style flamenco et la forme nocturne de Lougarok qui utilise le cri de la forme diurne. Pour illustrer ça, je vous laisse avec quelques exemples avec les formes de Plumeline. Dans le centre Pokémon du village flottant sur l'île de Pony, on peut affronter un vacancier qui se la pète puisqu'il utilise un 9-9 chromatique. En vrai c'est cool puisqu'il n'y a pas de raison qu'on soit les seuls à pouvoir en trouver, ça apporte un peu de réalisme. Bon, après même s'il fait le beau avec son 9-9 en or, une fois qu'on l'a vaincu, il nous offre 6 pépites, une pour chaque œuf dans un 9-9. Enfin non, il nous offre 6 fois une pépite, certainement qu'il a que ça à faire de ses journées. Tiens, une pépite, merci. Tiens, une pépite, merci. Tiens, une... Bon.
j'arrête, même moi ça me fait chier. Est-ce que vous saviez que les noms des îles d'Alola sont dérivés de noms de couleurs en hawaïen? Genre Mele Mele ça veut dire jaune, Akala se traduit par rose, Ula Ula veut dire rouge et Pony c'est le violet. Bon, j'espère qu'il y a que les couleurs qui ont des noms à rallonge, sinon ça doit être super long de parler en hawaïen. Pas étonnant qu'ils s'expriment à travers les gestes. Bref, ces couleurs correspondent aussi aux couleurs des gardiens de chaque île, puisque Tokoriko est jaune, Tokopillon est rose, Tokotoro est rouge, et enfin Tokopisco est violet. J'avoue me sentir un peu con parce que j'avais jamais remarqué. En plus de ça, la localisation des styles de danse de Plumeline correspond aussi à ces couleurs. Dans la vidéo sur les versions X et Y, on a vu que les touristes n'utilisaient que des Pokémon issus des 4 premières régions, celles qui sont inspirées des régions japonaises. À Alola, on a à peu près la même chose. Tous les dresseurs appartenant à la classe des vacanciers n'utilisent que des Pokémon provenant de Kanto et ayant une forme d'Alola. Une façon de protester est de tenter de prouver que leurs Pokémon sont mieux que ceux d'une région de sauvage, où les habitants bronzent même quand il fait nuit. On repart pour un petit glitch. Lorsqu'on effectue un échange avec un noix de coco d'Alola, on se rend compte que sa tête est hors champ. C'est marrant, mais c'est du niveau d'un jeu humoristique sur Prime Video. Par contre, si on est celui qui reçoit le noix de coco, juste avant que le Pokémon n'apparaisse, on peut voir une image subliminale de sa tête dans l'écran du haut. Voilà, il est tellement grand qu'il fait glitcher le jeu. Comme vous le savez, il y a plusieurs théories sur le monde de Pokémon, et l'une des plus persistantes concerne l'identité du bébé de Kangourex. D'après cette théorie, un bébé Kangourex qui perdrait sa mère deviendrait par la suite un Osselet. Effectivement, ils ont pas les mêmes yeux, pas les mêmes griffes et pas la même plaque sur la tête, mais bon, comme il faut toujours des théories, en plus ça fait du clic. Ça m'énerve encore plus que les gens qui font des cœurs avec leurs index et leurs majeurs là. C'est trop dur de faire comme tout le monde. Bref, je m'égare. Dans ces versions, Game Freak a décidé de faire un clin d'œil à cette théorie de fans. En effet, comme on l'a vu, dans ces jeux, les Pokémon sauvages peuvent appeler des renforts. La plupart du temps, il s'agit de Pokémon de la même famille, mais on a quelques exceptions. Parmi elles, on trouve le fameux Kangourex, qui a 10% de chance de venir en renfort d'Osselet. Je trouve ça cool que Game Freak tende la main vers les fans qui s'efforcent d'approfondir le lore de Pokémon. Même si les théories, la plupart du temps, faut se le dire, c'est quand même de la merde. Pour terminer, on peut noter aussi que Vorasteri vient en renfort de Coraillon, sachant que dans le monde de Pokémon, les Vorasteri chassent les Coraillons. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils les attaquent. Et on a aussi Tenefix qui peut venir en renfort de Stracy, qui est un Pokémon qui a des gemmes que Tenefix collectionne, et donc il l'attaque aussi. Je pense qu'il faudrait un peu plus réfléchir avant d'appeler à l'aide. Avant la sortie des versions Soleil et Lune et pour célébrer les 20 ans de Pokémon, on a eu le droit à la sortie des versions rouge, bleu et jaune sur console virtuelle, les rendant enfin compatibles avec les autres versions, parce qu'on a tous été tristes quand on a appris qu'on pourrait pas transférer nos Pokémon des 2 premières générations vers la 3ème. Ma foi, c'était à pas longtemps, mais tout ceci m'a l'air si loin, le décor n'est plus le même et forcément, j'apprécie moins, c'était l'époque où les darons se chamaillaient de leurs fenêtres, je parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent connaître. Bref, trêve de poésie, en première génération, le système de saisie des noms des Pokémon ne permettait pas les accents, puisque tous les noms étaient écrits en majuscules. Sauf que depuis ça a changé, et en 7ème génération, les Pokémon dont les noms comprennent des accents ont bien des accents. Du coup, lorsqu'on transfère des Pokémon des 2 premières générations de la console virtuelle vers les versions de la 7ème génération, ça pose problème. Les Pokémon comme Salamèche par exemple sont considérés comme ayant un surnom, et ne peuvent donc pas être renommés. Salamèche sera donc condamné à s'appeler Salamèche pour le restant de ses jours. Bon, parlons d'un glitch que je trouve incroyable. Pour l'effectuer, on va avoir besoin d'un Giratina en forme origine. Dans ces jeux, il réagit de façon originale. On va dire originale. Il réagit de façon originale au nectar. Donc on a notre Giratina forme origine, du coup, logiquement, il tient l'orbe platiné. Voyons voir ce qui se passe si on lui donne des nectars. Si on lui donne le nectar rouge, il se passe rien. Il reprend juste sa forme alternative, mais bon, il se passe ça avec tous les objets, donc inutile. Si on lui donne le nectar jaune, il va rester dans sa forme origine. Mais attention, il faut qu'il soit déjà dans sa forme origine pour que ça marche. Il va pas changer de forme juste avec le nectar jaune. Mais c'est pratique quand on a 2 Giratina mais un seul orbe platiné. Je vois pas pour quelle raison, mais c'est pratique. Et enfin, si on donne à Giratina forme origine un nectar violet ou rose, là, ça fait des chocs à pic. Il va reprendre sa forme alternative, mais il aura le cri de Motisma. Et comble de la chelouterie, quand on va soigner nos Pokémon avec ce Giratina en quête d'identité, à l'écran derrière, on va voir un Bulbizarre à la place. Vraiment bizarre ce glitch. Si quelqu'un a une théorie, je suis preneur. Je précise, une théorie qui ne parle pas d'un certain peuple d'Amérique du Nord et qui parle un français incompréhensible, parce que je vous connais. Au cours de l'aventure, on finit par apprendre qu'en réalité le vrai méchant était une vraie méchante, et qu'il s'agissait d'Elsa Mina, qui d'un coup décide de renier ses gosses, c'est limite elle leur dit qu'elle les a jamais aimés et que de toute façon elle les gardait juste pour les dons d'organes. Mais du coup il y avait un moyen simple de savoir dès le début que c'était elle la méchante, je veux dire en dehors de cette tête de sadique. En fait, Elsa Mina est un anagramme de malsaine, comme quoi ses parents l'avaient senti venir. Ou alors, peut-être que c'est pour ça qu'elle est devenue malsaine et que c'est pas de sa faute. En vrai, faut arrêter de vous blâmer pour vos propres erreurs, il vous suffit d'apprendre l'astrologie et de blâmer les planètes à la place. C'est le meilleur conseil que je puisse vous donner.
Avant la sortie de Ruby Omega et Saphir Alpha, Shuriken était la capacité signature d'Amphinobi. Au passage à la 7ème génération, elle est passée de capacité physique à capacité spéciale, devenant par la même occasion l'une des 2 seules capacités à avoir changé de catégorie en dehors de la 4ème génération, l'autre étant Morsure qui a changé de type au passage à la 2ème génération. Et je précise que je compte pas Légende Pokémon Arceus, qui est un cas à part. D'ailleurs, jusqu'à la 9ème génération et l'arrivée de Double Laser et Lame Tachyonique, c'était la seule capacité spéciale à plusieurs coups. Depuis la 2ème génération, on a droit au cycle jour-nuit dans les jeux de la série principale, sauf en 3ème génération pour des raisons techniques paraît-il. Ce système permet plusieurs mécaniques de jeu, influençant l'apparition de Pokémon, des événements ou même certaines évolutions. Mais dans les versions Lune et Ultra Lune, ce cycle est décalé de 12 heures par rapport à l'heure de la console, nous transportant virtuellement en Nouvelle-Zélande pendant l'heure d'hiver. Ces versions sont donc les seules de la série principale où le cycle jour-nuit ne reflète pas la réalité. Le seul moyen de connaître l'heure dans le jeu, en dehors de compter soi-même parce que ça va, je suis pas prof de maths, c'est de parler au PNJ qui tient les cafés dans les centres Pokémon et qui commence par nous donner l'heure. Genre, bonjour, il est 22 h, tu veux un café? Ce qui permet entre autres de souligner une addiction. Le Motisma Dex est le premier Pokédex qui ne bénéficie pas de l'amélioration en Pokédex national. Il ne dispose donc pas d'informations sur tous les Pokémon connus au moment de la sortie des jeux. En tout, il manque 403 Pokémon dans le Pokédex d'Alola. C'est sympa de foutre un Pokémon dedans, mais si après il fait pas son taf, ça sert à rien. Et le pire, c'est que, comble de l'ironie, Motisma lui-même ne figure pas dans le Pokédex d'Alola. Le Motisma Dex ne dispose même pas d'informations sur lui-même. Genre, Euphorbe, il te fout un Pokémon dans ton Pokédex, par contre il sait pas ce que c'est. Il s'est dit, le truc fait des éclairs, ça devrait fonctionner. N'importe quoi. Après avoir vaincu Pectorius pour la première fois, si on se rend dans le cimetière des Kaika de nuit, on peut faire une rencontre particulière. On voit une PNJ dans les bras de son Maconieur. Soit dit en passant, je vois pas comment c'est possible d'être à l'aise dans cette position. Et du coup, cette femme nous raconte comment elle a tragiquement perdu son mari dans un accident de la route, et que celui-ci a sauvé son Maconieur in extremis. Bref, elle nous donne la CT56 dégommage, sans doute un hommage aux derniers instants de son mari, et c'est trop triste. Mais madame, faut pas se laisser aller, je vais vous donner un conseil. Il faut tenir la route, restez sur le droit chemin, vous en faites pas, la roue tourne, surtout si vous avez une bonne conduite. Gardez la tête dans le guidon, faut pas se braquer, et au bout du chemin, vous verrez que quand vous ferez le constat, vous aurez avancé. Allez, bisous! Comme dans les autres versions de la série principale, dans Soleil et Lune, il y a des échanges internes. On a notamment l'occasion d'obtenir un petit ravi qui s'appelle Trop Content, ou encore un flambusard qui s'appelle Gérard. Mais le secret réside dans le nom du dresseur d'origine, puisque chacun de ces noms correspond à des mots en hawaïen. Par exemple, l'ancien dresseur de Gérard s'appelle Inaina, qui signifie colère ou haine. On a aussi celui de Candine qui s'appelle Kumu, qui veut dire la raison, la cause, le but, mais aussi la base, la fondation, ou encore le tuteur ou l'enseignant. Bref, Kumu ça veut un peu tout dire en hawaïen. Allez, un dernier pour la route, l'ancien dresseur du Gravalanche d'Alola s'appelle Moe, ce qui signifie rêver ou dormir. Bon voilà, je vous laisse traduire les autres si ça vous amuse. Bon, on s'attaque à un bug visuel cette fois. Quand on se balade dans le paradis Aether, on a l'étage -1 qui correspond à l'embarcadère. C'est un étage super sympa où on peut trouver des couloirs, des murs, un ascenseur, mais surtout un tas de conteneurs. Et à part le fait que ça ressemble au port du Havre, mais en propre, il n'y a rien qui cloche. Sauf à 2 endroits. Quand on se tient derrière ces 2 conteneurs-ci et ces 2-là, de façon à ce qu'on puisse voir notre personnage entre les caisses, on se rend compte que les contours de notre avatar disparaissent. En fait, il y a une sorte de ligne invisible qui commence au niveau du haut des conteneurs et qui efface nos contours. Et autant d'habitude j'adore qu'on s'occupe de mes contours, autant là j'ai l'impression de gonfler et de grossir d'un coup. Et on se rend compte que sans les contours, notre personnage est dégueulasse. Et en plus c'est vraiment qu'avec ces 2 spots, puisqu'il y a d'autres conteneurs entre lesquels on peut se placer de la même façon, mais là ça le fait pas. Bizarre. Et enfin la dernière, dans le club Anno Anno, on rencontre un personnage étrange qui se présente comme étant le fameux Jean Tube, la star de demain, puis nous propose de le suivre pour aller faire un tour dans le futur avant de nous provoquer en duel. Bon, en français, on passe à côté d'une super référence qui a été mieux traduite en anglais. Dans les versions anglophones, il se présente comme Future, avant de nous demander si on est prêt to face Future. Et il existe un chanteur hawaïen mondialement connu qui nous a quittés en 97 et qui a sorti en 93 un album nommé Facing Future. Il s'appelait Israel Kamakawiwo Ole. Désolé pour la prononciation. Bien sûr, vous connaissez tous son tube international Over the Rainbow. Et donc voilà une jolie référence qui a un peu disparu en français. On sent qu'ils ont strictement traduit sans trop savoir où ils allaient. Allez, viens avec moi, on va faire un tour dans le futur, c'est un peu chelou quand même. On dirait le mec bizarre qui attendait à la sortie de mon école. Et voilà, cette vidéo sur les versions Soleil et Lune est à présent terminée. J'espère comme d'habitude qu'elle vous a plu et appris des trucs. Ça fait plaisir de reprendre cette série de vidéos. Je me permets de vous annoncer l'ouverture d'un Patreon afin de soutenir la chaîne. Donc voilà, si vous le souhaitez et en avez les moyens, vous pouvez me soutenir sur cette plateforme. Pour le moment, je suis encore en construction, mais je ferai prochainement un Discord et certainement à l'avenir une chaîne Twitch.
Ouais, le fait d'en parler, ça rend tout un peu plus réel, ça fait un peu peur. Bref, merci encore et toujours de me soutenir et pour vos encouragements. Il va être temps pour moi d'aller dormir. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao.